Pourquoi les Romains de la fin de l'époque semblaient-ils si radicalement différents des Romains des époques précédentes? Comment se fait-il que les vêtements des Romains de la fin de l'époque aient tellement changé qu'en effet, un Romain de l'an 50 après Jésus-Christ ne reconnaîtrait même pas un Romain de l'an 400 après Jésus-Christ comme étant un Romain? Et ce n'est pas seulement les vêtements qui ont changé si radicalement, mais aussi l'équipement militaire des soldats romains. Un légionnaire romain de la fin de l'époque ressemblait beaucoup à un légionnaire romain du début de l'époque. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, quand cela s'est-il passé? Pourquoi les Romains ont-ils soudainement commencé à porter des vêtements différents et des types d'équipements militaires différents? Essayons de le découvrir. Une chose qui est souvent mal représentée dans pratiquement tous les films ou autres médias se déroulant à la fin de l'Empire romain, c'est que les vêtements et l'armure sont presque toujours dépeints de manière erronée. Nous voyons toujours des soldats et des civils très romains habillés de manière que nous reconnaîtrions immédiatement. Les civils portent la toge ou une tunique à manches courtes. Et bien sûr, pas de pantalon. Et les légionnaires portent les célèbres boucliers rectangulaires appelés scutum, la lance de jet appelée pilum, puis le style de casque immédiatement reconnaissable, la célèbre lorica segmentata, l'armure romaine segmentée, et bien sûr, pas de pantalon, mais des sandales. Et bien sûr, l'épée courte romaine, le gladius. Ce sont les Romains que nous connaissons et aimons. Mais dans cette vidéo ici, je voulais attirer l'attention sur le fait que les Romains tardifs, en réalité, portèrent des choses assez différentes des Romains précoces, juste comme un très rapide récapitulatif de la vidéo. Les civils portaient un style romain tardif de tunique, la tunica manicata puis de matet. Les pilius panonicus puis souvent une sorte de cape de style grec, appelé chlamys, qui était tenu ensemble sur le côté souvent par une brosse, la fibule. Et ils portaient assez souvent des pantalons. Il y avait aussi d'autres types de vêtements, comme la penula, une sorte de manteau, et la toge était encore portée par les sénateurs et les hauts fonctionnaires même au 5e siècle après Jésus-Christ et même plus tard. Les soldats, quant à eux, ont également une apparence profondément différente en 480 qu'environ 300 ans plus tôt, à l'époque de l'empereur Trajan. Donc, vers 180. Ils portaient un type de casque à crête de la fin de l'époque romaine. Il existe plusieurs types différents de ces casques, généralement désignés par le lieu où ils ont été découverts lors de fouilles archéologiques. Contrairement aux casques romains plus anciens, le crâne du casque à crête était constitué de plus d'un élément. Les casques romains riches peuvent être classés en deux types de construction de crâne, bipartite et quadripartite, également appelés respectivement type intercésar et type Bercasovo. Les casques de type Bercasovo étaient utilisés dès les années 310 après Jésus-Christ. Le casque de Budapest date probablement des années 360 ou 370 après Jésus-Christ, puis le type de casque concheste du début des années 400, puis nous avons le casque d'Al-Haditha de la fin des années 300 ou du début des années 400, le type Iatrus de la fin des années 300 au début des années 400, et le casque de type Douarn, qui était déjà vu dans les années 310. Mais il y a encore pas mal d'autres types de casques dont nous allons discuter dans une vidéo séparée. Puis la célèbre armure segmentée Lorica segmentata, que nous associerions immédiatement à une armure de style romain, et ce type d'armure avait pratiquement disparu en 400 après Jésus-Christ, et avait été remplacé par une armure de côte de maille ou d'écaille, Lorica hamata et Lorica squamata respectivement. Le scutum rectangulaire a cédé la place à un bouclier rond, le pilum a été remplacé par un spiculum, l'épée courte romaine gladius a été remplacée par l'épée longue romaine la sparta, et les légionnaires ont commencé à porter des pantalons longs par rapport à leurs prédécesseurs. Mais maintenant la question importante. Commentaet pourquoi non seulement les vêtements mais aussi l'armure ont-ils changé si radicalement si profondément et quand exactement cela s'est-il produit les bons moments de l'Empire romain ont duré environ 200 ans. Cet intervalle de temps est appelé la Pax Romana, du début du règne de l'empereur Auguste jusqu'à l'arrivée de la peste antonine, au milieu des années 160. Nous appellerions ces presque 200 ans l'âge d'or de Rome. Mais déjà pendant le règne de Marc Aurèle et de son co-empereur Lucius Verus, l'Empire s'est trouvé confronté à des menaces exceptionnelles. Des millions de Romains sont morts à cause d'une maladie brutale,
que nous croyons maintenant avoir été un virus de la variole. Et en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui en a résulté, les barbares du Nord ont pu pour la première fois prendre d'assaut les fortifications frontalières romaines limaces et piller et saccager les villes sur leur passage. Ils ont pu être repoussés, et la paix a été rétablie. Mais c'était déjà le premier avertissement pour l'Empire romain, que la menace barbare des tribus germaniques ne ferait qu'empirer à l'avenir. Et en effet, déjà en conséquence, à cette époque, nous verrions les premiers changements dans l'équipement militaire. L'épée longue, la Sparta, était de plus en plus souvent utilisée à la place du gladius, car le fait de trancher était maintenant plus nécessaire que de pousser dans les combats contre les féroces germaniques. Et la différenciation entre les légions et les troupes auxiliaires commençait à se brouiller de plus en plus. De plus, en raison d'une production et d'un entretien plus facile, l'armure en mailles et en écailles commençait à être utilisée plus fréquemment, aux côtés de l'armure segmentée qui continuait à être utilisée, mais de moins en moins fréquemment. C'est également déjà en réaction à cette crise que le bouclier ovale a été utilisé davantage à la place de l'ancien bouclier rectangulaire, dont l'utilisation avait été abandonnée à un certain moment au cours du IIIe siècle après Jésus-Christ. Pourtant, malgré ces changements, dans la première moitié du IIIe siècle, l'armée romaine semblait toujours ce que nous appellerions assez romaine, avec un équipement ressemblant encore en grande partie à celui des premiers temps impériaux. Même les gens eux-mêmes, les civils, portaient encore en grande partie les anciennes tuniques et vêtements romains que nous identifierions comme romains. Mais est alors venue la crise du IIIe siècle. Comme pour tant d'autres sujets, ici aussi, cela a marqué un tournant profond dans l'histoire romaine. Soudain, l'Empire était confronté à la possibilité réelle d'un effondrement total. La crise à laquelle l'Empire romain a été confronté sous l'empereur Marc Aurèle n'était déjà pas une blague. Mais la crise du IIIe siècle était encore plus dévastatrice. L'Empire était attaqué de tous côtés par différents ennemis externes. Il y avait une guerre civile constante et d'innombrables usurpateurs. Une autre maladie brutale faisait rage, la peste de Cyprien. Et pour couronner le tout, l'Empire s'est même divisé en 3 parties. Cela avait vraiment mauvais aspect. Bonjour chers amis de l'histoire romaine tardive. C'est moi, Sébastien le créateur et la personne derrière Majorianus. Je m'excuse pour cette brève interruption, mais je voulais demander votre aide pour soutenir Majorianus et pour soutenir la chaîne afin que nous puissions garder Majorianus. Une chaîne sur l'histoire romaine tardive, comme vous le savez. L'algorithme de YouTube n'est souvent pas très gentil, avec des sujets de niche tels que l'histoire romaine tardive. Et donc j'ai vraiment besoin de votre soutien pour garder Majorianus tel qu'il est, pour le garder une chaîne sur l'histoire romaine tardive, afin que nous puissions continuer à explorer cette ère, la plus fascinante de l'Empire romain tardif, et afin que nous n'ayons pas à transformer Majorianus en une chaîne d'histoire grand public. Seulement quelques euros par mois de soutien peuvent vraiment faire toute la différence. Merci de considérer de me soutenir via Patreon ou via l'adhésion à YouTube. Je ne peux pas assez vous remercier, je vous remercie du fond de mon cœur. Majorian lui-même serait fier. Merci amis de l'histoire romaine tardive et retour à la vidéo. Face à une telle menace insensée, les Romains devaient d'être inventifs et adaptatifs en essayant de nouvelles choses. Après tout, il semblait que le vieux style n'était pas assez bon, que le vieux matériel n'était pas assez bon. Et donc les Romains ont commencé à incorporer des designs de leurs propres ennemis qu'ils affrontaient. Il est très probable que de nombreux designs de casques romains aient été introduits par les diverses tribus germaniques que les Romains affrontaient à la frontière nord de l'Empire. Et de plus en plus souvent, les tribus germaniques étaient embauchées en tant que soi-disant foederati, essentiellement des mercenaires payés au service de Rome. Il est très probable que de cette manière, davantage d'équipements militaires germaniques ont trouvé leur chemin dans l'armée romaine, commençant ainsi à influencer l'équipement romain de manière notable. Nous pouvons supposer que cela a commencé au plus tard dans les années 270 et 280. De plus, l'Illyricum a commencé à se profiler comme le principal terrain de recrutement de l'Empire. Les Illyriens étaient de féroces combattants, et donc plus d'entre eux ont été recrutés dans les rangs de l'armée romaine. En fait, à un certain moment, les Illyriens sont devenus l'épine dorsale de l'armée romaine, si vous voulez. À cette époque, les empereurs des provinces danubiennes étaient en vue, et ils ont certainement apporté leur style avec eux, et donc certainement certains des changements dans l'équipement militaire
mais très probablement aussi dans les vêtements, peuvent être attribués à cette influence danubienne et illyrienne. Ce n'est certainement pas une coïncidence si soudainement, à la fin des années 200 et au début des années 300, le pileus pannonicus est soudainement apparu comme la mode de coiffure de choix, ce célèbre chapeau romain tardif, qui, comme vous pouvez le déduire du nom, venait de la province de Pannonie, qui borde la partie nord de l'Illyricum, et c'est la province danubienne qui s'est vue attaquer le plus fréquemment par différents ennemis extérieurs de Rome. Ainsi, l'influence combinée de plus de recrues illyriennes et d'empereurs danubiens, puis aussi plus de contacts avec les tribus germaniques et plus de recrutement de tribus germaniques dans les rangs de l'armée romaine, a naturellement provoqué un grand changement dans l'équipement militaire et les vêtements romains. De plus en plus souvent, les Romains commençaient à porter des pantalons. La tunica manicata est devenue plus répandue, tout comme d'autres types de vêtements étrangers jusqu'alors. Ce qui était autrefois dénoncé est soudainement devenu à la mode. Mais ce ne sont pas seulement les tribus germaniques, mais aussi les Sarmates et même les Perses qui ont influencé les Romains. Certains types de casques sont attribués à l'influence sarmate et perse. Et certainement même les empereurs eux-mêmes, comme ils sont constamment entrés en contact avec les Perses, ont probablement incorporé certains éléments orientaux dans leur suite impériale. Ce n'est pas une coïncidence si les eunuques étaient beaucoup plus souvent vus à partir des années 300, et que les empereurs ont commencé à porter des robes et des diadèmes plus extravagants et richement décorés à cette époque également. Ensuite, les Germains ont été installés plus fréquemment dans l'Empire lui-même. Par exemple, l'empereur Julien a installé de nombreux francs à l'intérieur des frontières de l'Empire, et l'empereur Constantin avait déjà recruté un grand nombre de francs dans l'armée romaine. Par conséquent, ils ont naturellement influencé les Romains dans leur habillement et concernant leur équipement militaire. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris de voir la fin du IIIe siècle comme le grand tournant de l'Empire romain en ce qui concerne l'apparence stylistique. L'Empire a failli tomber, et ce n'est que grâce à une série d'empereurs très capables qu'il a été sauvé. Il se pourrait très bien que le choc psychologique de la population romaine les ait également poussés à chercher le changement, à vouloir changer et à essayer de nouvelles choses, en espérant que ce changement pourrait empêcher de tels désastres à l'avenir. Peut-être est-ce pour cette raison qu'ils étaient plus ouverts à accepter de nouveaux styles de vêtements et à mettre en œuvre plus facilement différents équipements militaires et styles d'armure de leurs ennemis dans leurs propres armées, car ils ont réalisé que peut-être les anciennes méthodes n'étaient plus adaptées à ces temps difficiles. Et donc, nous commencerions à voir ce changement d'apparence des Romains, tant en ce qui concerne les civils, mais aussi en ce qui concerne l'armée romaine elle-même. À partir du milieu du IIIe siècle, ce fut certainement un changement progressif, et en aucun cas abrupt, mais on peut imaginer que l'on verrait de plus en plus souvent des unités de l'armée romaine tardive et des vêtements civils, et de moins en moins souvent l'ancien type. En 350 après Jésus-Christ, vous seriez probablement surpris de voir encore quelqu'un porter une armure lorica segmentata. Ils étaient probablement complètement tombés en désuétude à cette époque, même si, bien sûr, ils auraient pu encore être portés par certains traditionalistes acharnés, mais c'est pure spéculation. Il en va de même pour les vêtements civils. Plus Rome essayait de combattre ses ennemis externes, plus elle réalisait qu'elle devait devenir plus comme eux pour survivre. Et en effet, cela a remarquablement bien fonctionné pendant longtemps. Ce n'est pas une coïncidence. Si le IVe siècle était plus stable comparé au chaos du IIIe siècle, ces adaptations ont permis à l'Empire romain de survivre plus longtemps qu'il ne l'aurait fait. Mais en conséquence, les Romains ont perdu quelque chose qui les rendait reconnaissablement romains. On pourrait dire qu'à travers des siècles d'échanges, de contacts et de guerres avec d'autres tribus ou empires, les Romains avaient perdu une partie de leur identité culturelle. Ils s'étaient adaptés et transformés. Et tout a commencé avec les crises auxquelles l'Empire romain a été confronté dès le IIe siècle après Jésus-Christ, mais qui se sont vraiment accélérées dans la dernière partie de la crise du IIIe siècle, à partir de 270 après Jésus-Christ. Certains empereurs ont essayé de contrer cela, par exemple en émettant des interdictions sur certains types de vêtements, comme les pantalons, ce qui s'est produit à plusieurs reprises, à partir de 399, après Jésus-Christ, mais en vain. À ce moment-là,
Il était bien sûr trop tard pour inverser cette tendance. Les Romains eux-mêmes avaient déjà tellement changé et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je peux vivement recommander le livre « Équipement militaire romain » de Mr. C. Bishop et John C. N. Coulston, qui a également servi de base de recherche pour certaines parties de cette vidéo. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et je voudrais particulièrement remercier nos nouveaux supporters César, Prometheus, Eric Nordic et Robert Hinton. Merci beaucoup Prometheus, Eric Nordic et Robert Hinton pour votre soutien si généreux envers Majorianus. Et bien sûr, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus sous quelque forme que ce soit via Patreon, l'adhésion à YouTube ou par un don PayPal. Merci de soutenir Majorianus, afin que je puisse continuer à faire de cette chaîne un espace dédié à l'histoire romaine tardive. Pour en savoir plus sur le style vestimentaire des Romains de fin d'époque, visionnez la vidéo en haut à droite. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'armée romaine tardive elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias Tibiago et Benevalet.